Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bayer? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on en a parlé il y a très longtemps. On va faire une mise à jour ici. Bayer, ici, c'est une compagnie pharmaceutique / également chimie spécialisée. Donc, je pense que c'est l'entité qui a racheté Monsanto. Donc, elle s'est retrouvée avec des milliers de procès. Donc, c'est pas une compagnie actuellement. C'est pas facile pour cette compagnie-là. Elle a les moyens. Mais voilà, il faut vraiment regarder. Il ne faut pas uniquement regarder les bénéfices nets, etc. Il faut essayer de voir à peu près comment est-ce qu'elle arrive à se débrouiller par rapport à ces procès-là, si c'est terminé, qu'est-ce qui est encore en cours présentement. Au niveau du secteur du médicament et de la pharmacie ici, est-ce qu'ils ont des médicaments qui ont encore des brevets avec des brevets avec une maturité élevée? Quels sont les blockbusters? Quels sont les médicaments qui arrivent présentement? Enfin, ceux qui sont présentement en développement, surtout en phase 4. Ok. Dernièrement ici, l'entreprise a connu, je pense, une baisse en une journée, je pense une dizaine de % ici, tout simplement parce qu'il y a une étude clinique qui s'est arrêtée parce que voilà, ce n'était pas concluant. Bon, je veux dire une chose, étude clinique, c'est étude clinique, ok? Ça n'a aucune influence sur les bénéfices nets actuels, peut-être sur les bénéfices nets futurs, au cas où, voilà, c'était un médicament sur lequel il y avait beaucoup d'espoir, mais ça s'arrête là, ok? Donc, le business en lui-même ici ne va pas mourir parce qu'on n'a pas pu développer un nouveau médicament, ça arrive, d'accord? De toute façon, la probabilité pour qu'il y ait un échec entre comment on appelle encore ça? Généralement, je pense qu'il y a quatre étapes ici. Bref, allez-y regarder à quoi ça ressemble ici le développement du médicament. Donc, on peut le stade 2, stade 4, donc dans tous les cas de figure ici. Essayez de vérifier entre 2 et 4 ici, ça peut prendre plusieurs années. OK? Donc, faites très attention et la probabilité ici d'échec est supérieure généralement à 90%. OK? Donc, quand vous entendez voilà, on a arrêté une étude clinique, etc. On va juste s'arrêter là, on va continuer, on va aller voir qu'est-ce qui n'a pas marché, on va revenir à peu près. Ok, donc ça n'a vraiment pas d'influence sur le business en lui-même, sauf s'il y a beaucoup d'espoir sur ce médicament-là pour le futur, et ça ne le faites jamais. C'est sur une compagnie pharmaceutique avec ce qu'elle produit déjà aujourd'hui, ok, pas en prévision d'une future production, parce qu'il peut toujours avoir des dangers, ou bien en prévision d'un futur médicament, un futur probable blockbuster, ok, il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Il faut faire attention. En tout cas, vous savez que c'est le genre d'industrie que je n'aime pas. OK? Mais dernièrement, on a partagé ici notre analyse sectorielle sur le secteur pharmaceutique. Même si c'est une vue nord-américaine, au moins, vous savez à peu près ce qui se passe. De toute façon, l'Amérique du Nord, c'est l'un des plus gros marchés, généralement. OK? Donc, j'ai raconté 2-3 éléments dessus. Je vous laisse aller voir ça. Le lien est en description de la vidéo, dans la top newsletter. OK? Donc, ici, on va faire le tour, vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cette compagnie. Première chose, revenus, stabilité ou croissance. On voit ici qu'on a des revenus en dents de scie, mais s'il y a une certaine croissance, maintenant, il faut savoir, pourquoi est-ce que ces revenus ressemblent à ça? Est-ce qu'on a vendu des segments d'activité? Est-ce que c'est parce qu'on a fait des acquisitions entre-temps? Bon, ça peut être un mix des deux. OK? Comme on le voit ici, je pense que c'est plutôt un mix des deux. Et n'oubliez pas qu'elle a un segment qui est cyclique. OK? Ça, notamment, sa plus grosse acquisition, je pense, c'est Monsanto, aux alentours de 2000, soit c'est Monsanto, Syngenta, en tout cas, entre les deux ici. Donc, vous pouvez toujours aller vérifier ça ici. Donc, je n'ai pas une mémoire d'éléphant, hein, donc parfois, j'oublie des choses. Donc, excusez-moi pour ceux qui vont trouver la bonne réponse. Bayer, ok, 66 milliards par là. Ils ont payé trop. Ils ont payé un prix très élevé pour cette compagnie-là. Et c'est une compagnie qui se retrouve avec énormément de procès. Ok. Donc, on continue ici. Marge brute, stabilité ou croissance. Donc, on voit ici qu'il y a une explosion de la marge brute jusqu'en 2017. Mais là, bon, depuis 2017 ici, on sera plutôt sur une certaine croissance. Bon, pour quelqu'un qui veut investir sur cette compagnie ici, il faudrait aller regarder qu'est-ce qui a poussé l'entreprise à avoir ses marges brutes élevées. OK? Est-ce que c'est par rapport à l'acquisition que nous avons effectuée à cette période-ci? Est-ce que c'est cette acquisition qui a eu cet impact sur le business? On peut mettre ça ici en quarterly. Voilà. Enfin, en quarterly, on n'arrive même pas à avoir l'information au complet ici. Dans tous les cas de figure, il faut toujours aller vérifier pourquoi est-ce que les marges brutes ont augmenté. Pour le moment, ici, on est à 61%, très bien, une soixantaine de pourcents, plutôt une stabilité depuis à peu près 2017. OK?
Vous voyez que je ne suis pas très difficile sur les marges, ok? Ça peut arriver qu'on ait des marges très élevées pendant une courte période de temps. Ce qui m'intéresse, c'est on arrive à peu près à maintenir ce même niveau-là, ok? Donc, une soixantaine de pourcents ici, je sais qu'en lisant les rapports financiers, je vais aller rechercher l'information. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce niveau de marge entre 2016 et 2017, ok? Et pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Donc, techniquement, je prendrai les revenus, les bénéfices nets, le annual report de 2016, au niveau des marges, pourquoi ils sont élevés. Je prendrai également le annual report de 2018 pour savoir pourquoi est-ce que c'est moins élevé que 2017. OK? Donc, on continue ici. Les marges, c'est correct. Maintenant, je les compare jamais avec les marges EBITDA pour voir si on parle, si les deux vont dans le même sens. On vérifie ça ici. Remarquez que les marges EBITDA n'ont pas énormément augmenté. On est plutôt sur une certaine stabilité. Parce qu'en moyenne, on avait à vue d'œil, on était à peu près du 18%. Et là, on se retrouve à peu près à 25% par là en moyenne. Donc, quand je dis même 25%, je vais prendre la médiane pour faire simple. On prend ça. Bam, voilà. Sur les 10 dernières années, on a à peu près du 23-24% par là. Sur les 20 dernières années, on se retrouve à du 19-20% par là. OK, donc on est plutôt sur, alors qu'on a la différence entre la marge brute de 2014 et la marge brute d'aujourd'hui est tout simplement énorme. On a près de 9% ici de différence. Est-ce qu'on a 9% ici? Non. Donc, c'est-à-dire que les bénéfices, les dépenses opérationnelles ont augmenté. D'accord? Ce qui a à peu près atténué l'augmentation des marges ici. OK? Donc, on va regarder ici. Est-ce que c'est le personnel? Est-ce que c'est parce qu'on a investi ici premièrement, est-ce que ce sont des coûts variables ou bien des coûts fixes? En coûts variables, vous allez retrouver la publicité, etc. En coûts fixes, ce sont les salaires, etc. Coûts variables, la recherche et développement également, c'est un coût variable. Donc, il faut également aller vérifier ça. Bref, pour le moment ici, c'est plutôt correct. OK? Maintenant, on compare les net income et les free cash flow. Si les deux parlent le même langage. Ça, ce sont les net income. OK? Et ici, on a les free cash flow. Vous pouvez déjà le voir ici que les free cash flow et les net income ne vont pas dans le même sens. Les free cash flow sont généralement plus élevés que ça. Donc, c'est-à-dire que quand je vais lire les rapports financiers ici, je dois prêter attention aux free cash flow plutôt qu'au net income. OK? Si je regarde les net income ici, il faut qu'ils soient ajustés. OK? Donc, ici, les free cash flow sont généralement plus élevés. Sur les derniers mois, ici, on voit que c'est une entreprise qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Elle perd même de l'argent, donc elle n'arrive même pas à s'autofinancer. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que la dépense en capital a augmenté? Ou bien c'est un problème au niveau du besoin en fonds de roulement. On voit ici que la dépense en capital par rapport au revenu ici, en termes de pourcentage, a légèrement augmenté entre 2021 et aujourd'hui. Mais je pense qu'on reste à peu près sur une certaine moyenne quand même, si on n'exagère pas. Donc en CAPEX, Capital Expenditure, en termes de volume ici, on a également une augmentation. Avant, en moyenne, on avait du 2,5 milliards. Là, on se retrouve à 3 milliards. C'est quand même 500 millions. Mais n'oubliez pas que c'est une entité qui avait à peu près des free cash flows en tout de 4,5 milliards. Donc, c'est pas le 500 millions de différence ici qui fait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans ce business en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces free cash flows-là sont moins élevés? C'est la question que moi, je me pose. Donc, maintenant, on va regarder ici. On sait déjà que les free cash flow, on va les prendre en considération. Les bénéfices, le nombre d'actions aussi, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente plutôt. Donc, je pense ici, c'est par rapport à l'acquisition qu'on a fait de Monsanto, etc. Donc, cette acquisition-là fait à ce qu'on augmente le nombre d'actions. Je pense également qu'on avait fait une autre acquisition ici en 2005. OK? Donc, pour le moment, le nombre d'actions est plutôt stable. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais elle augmente son nombre d'actions. Mais regardez, est-ce que les bénéfices nets par action augmentent ou diminuent? Ou bien les free cash flow par action, est-ce qu'ils augmentent ou diminuent? C'est ce qu'il faut regarder également. Donc, free cash flow per share, est-ce que j'ai l'information ici? On peut également regarder ça comme ça. Le free cash flow per share, certes, il est moins élevé en date d'aujourd'hui, mais voilà, il faut essayer de voir s'il n'y a pas une normalisation à faire ici. Donc, à ce niveau, on pourrait se dire qu'on est plutôt sur une stabilité des net income, des free cash flow par action. Donc, en termes de dette net, qu'est-ce qu'on a ici? Dette net sur EBITDA, ratio, on a 3,7. Techniquement, en dessous de 5, c'est correct. Est-ce que le ratio est élevé ici par rapport à ce qu'on avait précédemment, par rapport à ce qu'on avait en septembre 2022? Est-ce que c'est parce que l'entreprise, l'EBITDA diminue ou bien c'est parce que la dette nette augmente? D'accord? Donc, ou bien c'est un mix des deux. Donc, on voit ici que la dette nette est plutôt stable. Donc, ça veut dire que l'EBITDA, en termes de volume, a peut-être été affecté négativement. Oui, on a une légère diminution ici de l'EBITDA par rapport à ce qu'on avait à cette période-ci. OK? Donc, mais voilà, ça reste à peu près quelque chose de gérable ici. Si on prend la dette nette ici en termes de volume, par rapport au free cash flow, et les free cash flow, je pense qu'il faut plutôt les normaliser. OK? Donc, si on va regarder les rapports financiers, il y a sans doute des éléments qui affectent négativement ce business-ci. OK, voilà. Je n'aime pas me poser des questions sur les rapports financiers d'une compagnie sans toutefois aller vérifier néanmoins. Mais je pense que
c'est plutôt une situation au niveau du besoin en fonds de roulement. OK? Donc, ce qu'on se dira ici, c'est ceci. Quand on prend à peu près les free cash flow, disons, regardons à peu près l'estimation des analystes en année N+2, donc free cash flow médian ici, N+2, OK? On s'attend à peu près à du 5 milliards. OK? Donc, on va revenir à une certaine normalisation. Donc, on va revenir à peu près à du 4 milliards, 4 milliards 500 ici et plus. Tant mieux si on arrive. OK? Donc, je prends ici du Bayer, histoire de voir si les années sont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce business. S'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ça, ce sont des bénéfices nets ajustés, donc ils ont tendance ici à éliminer les éléments extraordinaires. Donc, ça peut se rapprocher ici des free cash flow. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 80% du temps ici, ils ont raison. Parfait. En termes de free cash flow, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? Ça sera à peu près moins stable ici et on n'aura pas beaucoup d'informations ici parce que ça reste une compagnie européenne. Donc, il faut faire attention. Enfin, pas qu'il faut faire attention. Mais il faut également prendre cela en considération. Bayer AG ici, le ticket symbole, si je prends ici celui-ci, je pense que c'est BAYN. Donc, vous voyez ici qu'en termes de free cash flow, en prévision, ils ont tendance à se tromper, mais surtout sur les dernières années. Si on le prend ici, les free cash flow on peut être plus instables ici que les net income, tout simplement parce que la dépense en capital de croissance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Ça dépend généralement ici, c'est à la discrétion du management, hein. OK? Le besoin en fonds de roulement également, c'est parfois également à la discrétion du management. On peut vendre ici à crédit, etc. Bref, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération. Donc, le management, il n'est pas souvent facile pour les analystes d'estimer le free cash flow. OK? Mais on aimerait bien que ce soit facile pour eux. Donc, généralement, quand on voit ici que les free cash flow ont tendance à être, que les analystes ont tendance à se tromper, il faut faire attention. Ça veut dire que les multiples qu'on va payer ne seront pas très élevés par rapport aux bénéfices nets. OK? Les bénéfices nets ici sont plutôt ajustés. Donc, ce que moi je fais généralement dans cette situation-ci, c'est ceci. En termes de prévision, on s'attend du 4 à 5 milliards par là et poussière. Je ne cherche pas à avoir précisément raison, je vais avoir le moins de tort possible. Donc, je me dis ceci. Nous avons un business, quand je normalise les résultats de net income ici, vous remarquez ça, on a à peu près à du 4 milliards 520. Ce n'est pas la précision que je recherche. Sur les 20 dernières années, on a à peu près à 2 milliards 888, mais dites-vous que le business a changé sur les 20 dernières années. Prenons les 5 dernières années, on a à peu près à du 4 milliards 500. OK, 4 milliards 500 ici par rapport à la capitalisation boursière actuelle. On me demande de payer 4 milliards 500 à 4 milliards, on me demande de payer à 32 milliards 240. Un business qui pourrait me rapporter 4 milliards 500 chaque année dans un environnement normal. Ça représente à peu près un rendement de 14% par là. OK? Mais n'oubliez pas, le 4 milliards 500, si on le prend prend pas en considération la dette, si on prend en considération ici la dette en mettant ici un multiple que je considère ici assez correct, à savoir 15 fois les bénéfices, moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, on a une dette nette ici en termes de volume je pense même que la dette nette est moins élevée que ça, mais bon, on va prendre celle-ci. On a 38 milliards 120, donc moins 38 milliards 120. On se retrouve ici à peu près à un prix aux alentours de 30 milliards. Donc, enfin, on va l'arrondir ici à 30 milliards. Une capitalisation boursière au niveau de 30 milliards. Par rapport au nombre d'actions qu'on a en date d'aujourd'hui, on a à peu près 982, disons, je mets 983 millions, divisé par 983 millions d'actions, ça donne à peu près un prix aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc, je dirais qu'en prenant en considération la dette, ça, c'est un business qui est correctement évalué. Maintenant, si elle arrive à réduire le niveau d'endettement ici, année après année, notre équité va augmenter. Au prix actuel, c'est également intéressant de faire du rachat d'actions parce que au prix actuel, comme je l'ai mentionné, c'est près de 14% de rendement. Mais attention, ça ne vient pas gratuitement. Est-ce que le management... En date d'aujourd'hui, on va se permettre de payer ici un dividende de près de 7%. Est-ce qu'ils ont le cash nécessaire pour le faire? Quand on va regarder les rapports financiers ici, le 7% ici, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc, quand on va, par rapport à la capitalisation boursière ici, c'est près de 2 milliards et poussière. Est-ce qu'ils ont au moins en cash en date d'aujourd'hui près de 2 milliards? Donc, on va le vérifier ici. Financial Statement, je vais regarder ça en trimestriel. Qu'est-ce qu'on a en quarterly? On va regarder le cash qu'on a présentement. Cash only, on a près de 6 milliards en cash. C'est un cash même qui a augmenté sur les derniers mois ici. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, en termes de free cash flow aussi, pourquoi est-ce que ces free cash flow sont moins élevés en date d'aujourd'hui? On constate que déjà les net income, il y a un impact dessus.
On va vérifier également, est-ce que le besoin en fonds de roulement, il y a plutôt un impact positif sur le besoin en fonds de roulement. OK. Ça, c'est sur le dernier trimestre. Sur le dernier trimestre, si on a même des free cash flow positifs. Mais je pense surtout que c'est le premier trimestre ici où il y a un impact négatif. Le impact négatif au premier trimestre et au deuxième trimestre ici, je pense que c'est dû au besoin en fonds de roulement, à ces working capital négatif. OK. Ça peut être, il y a certaines périodes, c'est plus élevé, certaines périodes, c'est moins élevé, mais parfois, il faut jamais les reconstruire ici. Donc, c'est peut-être parce qu'on a vendu à crédit. On a également ici des éléments extraordinaires, soit peut-être parce qu'on a pris des provisions ici, ou bien parce qu'on a fait on a déprécié des actifs intangibles ici, donc il faut prendre ça en considération. Donc je pense que ces free cash flow là doivent être on doit reconstruire ces free cash flow là. OK, donc il me semble que c'est une entité qui peut avoir du 4 milliards et poussière ici, 4 milliards 500 au moins en termes de free cash flow. Donc je dirais que c'est une entité qui est sous-évaluée mais qui vient avec ses propres problèmes. Évidemment, on n'ira pas investir sur ce business-ci uniquement parce qu'on verse ce dividende. C'est la question que vous devez vous poser, c'est au prix actuel. Quand on distribue la totalité du bénéfice net ici en dividende, on aura à peu près un rendement de 14%. Quand on paie à peu près 7% de rendement ici, il nous reste à peu près aux alentours de 2 milliards 250. En 5 ans ici, on peut rembourser un tiers de la dette. OK, donc elle a les moyens de rembourser cette dette-là. Mais donc, est-ce que le business nous parle? Est-ce que les procès en cours ne vont pas faire à ce que l'entreprise dépense de plus en plus dans le futur? Est-ce que du point de vue pharmaceutique ici, est-ce qu'on a des blockbusters ici avec avec une durée de vie assez élevée? Est-ce qu'en termes de recherche présentement, on a nos pipelines de recherche, on a un pipeline de recherche assez fourni ici avec des médicaments qui sont à peu près en études cliniques, peut-être en stage 4 ou bien qui sont déjà en préapprobation, ce genre de choses-là. Bref, il y a un ensemble de questions à poser. Il ne suffit juste pas de regarder le dividende uniquement ici. Du point de vue dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là. Elle a les moyens de le faire avec le cash qu'elle a présentement en banque. OK? Mais ça ne devrait pas durer. Si l'année prochaine ne rapporte pas d'argent, ça va être de plus en plus difficile. OK? Mais est-ce qu'elle devrait plutôt payer un dividende en date d'aujourd'hui? Franchement, moi personnellement, je ne le ferai pas. Mais comme je le dis, elle a les moyens de le faire. Ça ne veut pas dire qu'elle doit le couper ou quoi que ce soit. Elle a les moyens de le faire parce qu'elle ne paye pas. Ça représente la moitié à peu près des free cash flow réels qu'elle gagne ici. Donc, les free cash flow ici sont impactés ici par le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, ici, on devrait aller regarder pourquoi spécifiquement et se poser la question si c'est durable ou temporaire. Est-ce que c'est parce qu'on a augmenté ici le compte recevable? OK, donc est-ce que parce que les clients payent de plus en plus à crédit ou ce genre de choses-là? Est-ce que je peux m'avoir ce genre d'informations ici? Je vais regarder ça sur... donc, c'est plutôt Financial. On regarde Financial Testament. On check Cash Flow Testament ici. On va regarder, voilà, pourquoi. Le compte recevable a augmenté. OK, donc... L'inventaire, le compte payable également, bon, on peut comprendre. Donc, c'est-à-dire que le compte payable également, donc l'inventaire, donc je pense qu'on vend de plus en plus à crédit. Donc, c'est le plus gros impact ici. Donc, également ici, le compte payable, ça veut dire comment dire ça? En payable, ici, je pense bien que c'est parce qu'on a remboursé de l'argent ici, ou bien, enfin, ça va me revenir. Donc, mes idées sont un peu mêlées en date d'aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais allez-y, regardez en profondeur le besoin en fonds de roulement ici. OK? Payable, en fait, c'est parce qu'on doit à quelqu'un, mais quand c'est en moins ici, j'essaie de voir, est-ce que c'est parce que c'est une créance qu'on a pris ici, ou bien c'est parce qu'on a remboursé, donc ça dépend. Donc, il faudrait que j'aille revoir ça. OK? Dans tous les cas de figure, questionner sur le besoin en fonds de roulement. Pour moi, ça reste une compagnie qui paraît sous-évaluée. Elle paraît sous-évaluée, mais ça vient avec... Il faut vraiment mettre le nez ici dans les rapports financiers sur l'aspect qualitatif du business. OK? Pour le moment, ici, on va se dire que c'est une entité sous-évaluée. Le prix actuel est intéressant. Du point de vue dividende, ça semble être intéressant, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de questions à poser. En tout cas, n'oubliez pas, le Black Friday se termine demain à minuit à 23h59. En premier commentaire épinglé ici, vous avez les promotions qu'on effectue présentement sur Top Invest. OK? En description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter où je partage également des analyses sectorielles, notamment sur le secteur pharmaceutique. On l'a fait dernièrement. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.